Gabriel Attal, l'actuel Premier ministre, qui promet donc d'exonérer deux frais de notaire, les droits de mutation, pour être plus précis, jusqu'à 250 000 euros. Les jeunes des classes moyennes et populaires qui souhaitent accéder pour la première fois, en gros, acheter leur toit, qui souhaitent accéder à la propriété. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. On sait que les primo-accédants ont été largement exclus du marché immobilier depuis maintenant 2 ans avec la remontée des taux d'intérêt. Est-ce que cette mesure, encore une fois, proposée par le Premier ministre, sur le papier, on se dit que c'est une bonne idée quand même de favoriser l'accès au logement des jeunes qui n'ont pas le coup de pouce de leurs parents pour avoir un apport pour acheter leur toit? Oui, sans doute, ça ressemble à une bonne idée. Bon, c'est pas l'actualité la plus brûlante aujourd'hui. Oui, mais ça concerne beaucoup de jeunes qui nous regardent et qui n'arrivent pas à se loger. Une proposition, par ailleurs, qui est avancée par Gabriel Attal dans une campagne, et donc qui a peu de chances de voir le jour. Enfin, il ne faut pas non plus que les jeunes qui pourraient être concernés se disent « Tiens, ça y est, il y a la suppression des frais notaires, entre guillemets », mais en fait, je pense que ça va rester à l'état de proposition. Alors, moi, personnellement, je suis un fervent partisan de la suppression des DMTO, les droits de mutation à titre obligatoire, qu'on appelle les frais de notaire, mais qui en fait ne sont pas du tout des frais de notaire, au sens où ce n'est pas les notaires qui les empochent. 80% va à l'État et au département, enfin aux collectivités locales. C'est ça, c'est réparti principalement sur les départements, les communes, et un petit morceau pour l'État. Et en fait, c'est une taxe qui est perçue au moment où vous réalisez une transaction immobilière, dans l'ancien, c'est très important, dans l'ancien. C'est 7 à 8% de taxes dans l'ancien. Logement qui n'a pas été construit dans les moins des 5 années précédentes. Et c'est une taxe qui est relativement élevée, parce qu'elle porte sur le montant de la transaction. Et pour vous, il faut carrément la supprimer? Bah, oui, parce que ça coûte quand même 15 à 20 milliards d'euros aux caisses de l'État. Ça coûterait 20 milliards d'euros. Alors après, la supprimer, ça ne veut pas dire qu'on ne va pas la remplacer par une autre taxe. Mais quelle est la logique qu'il y a à la supprimer? C'est qu'en fait, cette taxe, c'est une taxe au mouvement. C'est principalement une taxe que payent les gens qui divorcent, en fait. Parce que quand vous divorcez... C'est la double peine. Voilà, vous devez vendre votre maison pour se reloger, la maison que vous aviez avant... Divorcer ou s'agrandir, quand il y a un nouvel enfant qui arrive dans la Divorcer ou s'agrandir, exactement. Mais en tout cas... L'un n'empêche pas l'autre, vous me direz. En tout cas, c'est une taxe sur les événements de la vie, les choses qui arrivent à tout le monde, qu'on ne choisit pas. Et les gens sont taxés à ce moment-là. Alors, ils n'ont pas le choix. C'est une taxe qui est aujourd'hui très inscrite dans le paysage. C'est une taxe qui ne s'appelle même pas une taxe, puisque ça s'appelle des frais de notaire. Donc les gens pensent que c'est le méchant notaire qui perçoit l'argent. Il ne fait que le collecter. Oui. Mais voilà, donc c'est bien parce qu'on ne parle pas de percepteur, il n'y a pas d'impôt derrière. Pour la plupart des gens, ce n'est pas un impôt. Mais voilà, c'est une taxe qui est perçue sur les événements de la vie et donc qui est très injuste. Pardon. Alors, là, c'est une suppression, ça serait une suppression très partielle. Parce que ça ne concernerait que les primo-accédants, ceux qui achètent pour la première fois. Jeunes, on ne sait pas très bien jusqu'à quel âge on est jeune, mais on sait qu'il y a relativement peu de jeunes primo-accédants, puisque... Quand même, je regardais, enfin c'est le Figaro qui regardait pour nous, les ventes à moins de 250 000 euros, c'est 66% des transactions. Après, il faut voir quel pourcentage effectivement de jeunes, mais d'après le Figaro, ça coûterait plusieurs milliards quand même. Oui, alors on ne sait pas combien ça coûterait en fait. Voilà, la question est quand même entièrement posée. On sait que si on met une limite d'âge à 30 ans, par exemple, il y a très peu de primo-accédants de moins de 30 ans. Parce que, en gros, pour être primo-accédant, il faut généralement avoir un CDI, et donc une situation professionnelle stabilisée. Et aujourd'hui, c'est assez difficile pour la plupart des Peut-être si on peut apporter un petit peu d'eau, d'ailleurs, on est en direct. Des plus de 30 ans. Bon, donc il y a ce premier point. C'est limité, vous l'avez dit, à 250 000 euros. Et surtout, fait important, c'est limité au logement ancien. Donc pour quelqu'un qui achèterait un logement neuf, qui vient d'être construit, ce qui est aussi quand même beaucoup le cas des primo-accédants jeunes, parce que ils vont plutôt acheter un pavillon en banlieue ou dans une zone périurbaine ou un appartement neuf dans un programme qui vient d'être construit. Et ceux-là, ils seront exclus de la mesure. Parce que là, il n'y a pas de droit de mutation à titre obligatoire, mais il y a une TVA. Et donc, cette mesure ne va pas du tout être équivalente pour donc on se dit vous achetez dans le neuf ou dans l'ancien. Donc on dit que ça sera sans effet sur les jeunes, sans effet sur le marché immobilier. Non, c'est pas très ambitieux. Ce que je veux dire, c'est qu'on pourrait
imaginez une réforme de l'immobilier, de la fiscalité de l'immobilier, qui pourrait permettre de supprimer complètement les droits de mutation à titre obligatoire, et donc d'éviter cette taxe sur les événements de vie pour tout le monde. On pourrait de la même façon réduire la TVA sur le neuf, de façon à faire en sorte que ceux qui achètent dans le neuf soient aussi compensés. Mais non, là on fait une mesure qui est très ciblée, qui aurait un coût limité, plutôt de l'ordre de 2 milliards d'euros, sur les 20 milliards d'euros qui sont perçus, et qui va ensuite aussi, parce que la réforme, pourquoi elle est importante la réforme? Elle est importante parce que ces recettes, c'est des recettes pour les collectivités locales, les communes, les départements. Quand on supprime un impôt, ben, on supprime une recette pour ces collectivités, on la compense, mais la ça a été fait d'ailleurs sur la taxe d'habitation. Alors ça a été fait sur la taxe d'habitation, vous avez raison de le dire, elle a été faite à l'euro, mais le problème c'est qu'elle n'est pas faite à l'euro chaque année. Elle est faite à l'euro l'année où on supprime la taxe d'habitation. Or, la taxe d'habitation, c'est un impôt qui progresse, puisqu'il est basé sur son assiette fiscale. En fait, c'est la valeur locative, et donc c'est très lié aux revenus. Mais là, la compensation de la taxe d'habitation, bah, elle stagne, alors que de l'autre côté, les dépenses des collectivités territoriales, bah, par exemple, elles suivent l'inflation. Donc, vous voyez, il y a quand même un problème à... Un peu d'eau, si vous voulez. Hein. Très bien. Merci. Non, il y a un problème, puis il y a surtout un problème aussi de constitutionnalité. Est-ce que d'ailleurs, c'est pas anticonstitutionnel? Est-ce que s'il n'y a pas une rupture de l'égalité devant l'impôt quand on se fait d'une mesure qui ne bénéficie qu'aux moins de 30 ans, aux jeunes? C'est un risque, parce qu'il y a un principe d'égalité devant l'impôt, en tout cas tant qu'il n'y a pas un motif impérieux qui permet de justifier qu'on rompe cette égalité, c'est-à-dire qu'en rompant cette égalité, on introduirait plus d'efficacité, plus de justice éventuellement pour compenser une situation. Donc effectivement, il faudrait que le gouvernement qui veut mettre en place ce genre de mesures justifie assez profondément pourquoi il provoque cette exemption et en quoi elle est nécessaire. Bon, voilà, mais par ailleurs, ça manque terriblement d'ambition. Oui, les droits de mutation à titre obligatoire sont un impôt injuste, qui est difficilement, qu'on peut difficilement expliquer sur le plan économique. En fait, il est porteur de plein d'inefficacités. Et puis s'il faut le remplacer, on le remplace par quoi qui rapporte 15 ou 20 milliards? En gros, si on le supprime pour tout le monde. Par quoi on peut le remplacer? Alors, il y a une première piste qui est la taxe foncière. Ah oui, qui a déjà bien augmenté. Hein. Oui, parce que l'intérêt de la taxe foncière, c'est que dans une commune où les gens ne vendent pas et n'achètent pas, c'est-à-dire où il n'y a pas beaucoup de mouvement, et donc où il n'y a pas beaucoup de mutations, vous aurez quand même un rendement, parce qu'il y a cette base foncière qui est payée chaque année. Et dans une commune où les gens bougent beaucoup, où il y a des jeunes qui arrivent et qui repartent, c'est-à-dire souvent les pôles urbains, vous n'aurez pas ce frein à la mobilité qui est apporté par les droits de mutation à titre obligatoire et qui va permettre aux jeunes de changer de ville, de trouver un boulot ailleurs, changer de ville facilement, d'avoir des enfants, de divorcer, etc., qui sont la vie aujourd'hui des Français. Et c'est là qu'elle se situe. Mais vous voyez, un jeune qui se met en couple, achète un premier logement, a un enfant, achète un deuxième logement, puis divorce et achète un troisième logement, à chaque fois, il paye 6 ou 7% sur ses achats immobiliers. Quelle est la justification de ça? Voilà, il n'y en a aucune. Donc oui, mais il faut être plus ambitieux. Et il faut envisager une taxe qui soit ensuite à la main des collectivités territoriales pour pouvoir les financer. Bon, je voulais vous en parler. Vous avez commencé en tuant le sujet en disant que c'était un sujet qui était accessoire. Moi, je le trouve intéressant. On l'a abordé ensemble. Dans les grands sujets importants en économie, il nous reste 2 minutes. Dans les grands sujets de la campagne, dans les mesures économiques, les meilleurs et les pires que vous voyez circuler, sachant que ça a beaucoup bougé dans chaque camp, notamment au RN, où il y avait des mesures qui devaient être supprimées, qui ne le sont plus, qui finalement le sont peut-être à l'automne, que ce soit les franchises de cotisation sur les hausses de salaire, pas avant l'automne, comme la réforme des retraites, pas avant l'automne. Voilà, à gauche, sur les mesures de dépenses, Valérie Rabault nous dit ce matin du PS 100 milliards aux Échos, alors que j'ai compris que c'était plus de 200 et quelques. Voilà, qu'est-ce que tout ça vous inspire, sachant que la France fait partie, on vient de l'apprendre, des pays qui sont sous procédure pour déficit excessif de la part de la Commission européenne. Ça vient de tomber à l'instant où on se parle. C'est vrai, donc c'est effectivement un petit rappel à l'ordre. Un petit rappel à l'ordre, dans un contexte qui est très compliqué. Il y a quand même un élément qu'il faut rappeler, je pense, qui est fondamental, c'est qu'on fait une campagne électorale en 2 semaines, sans aucune préparation. Et ça conduit à ce que le débat sur les programmes va être très caricatural. Et on le voit déjà, il est parfaitement caricatural. Tout ça dans un contexte où il y a des enjeux, en particulier européens, qui sont assez importants, et où on a un grand risque de non-dit dans les programmes. C'est-à-dire qu'en fait, les choses qui sont énoncées dans les programmes ne seront pas mises en œuvre, et d'autres choses seront mises en œuvre. Alors, c'est pas du tout mon genre de renvoyer les extrêmes ou la gauche à l'extrême droite, mais très honnêtement,
moi, je suis extrêmement mal à l'aise, par exemple, avec le programme du Rassemblement national, qui me paraît masquer beaucoup d'éléments. Qui était édulcoré. Et mais plus qu'édulcoré, c'est que, en fait... Ça devrait vous rassurer s'il est édulcoré. Alors, s'il était édulcoré au sens où ils ont... en matière d'économie, je parle. Ils ont arrondi tous les angles, ils ont changé de position sur rester dans l'euro, etc. Oui, ça pourrait être rassurant, mais s'il est édulcoré au sens où on avance masqué, et où on ne dit pas ce qui va se passer, et où on va scénariser petit à petit un conflit perpétuel avec l'Europe jusqu'à ce que l'on sorte de l'euro, qui est peut-être le vrai projet du Rassemblement national, bah là, il n'y a pas de quoi être rassuré, au contraire. Ça veut dire qu'il y a tromperie, qu'un certain nombre de gens vont voter sur ce programme parce qu'ils penseront qu'il est assagi, alors qu'en fait, il était simplement masqué. Et s'agissant maintenant du nouveau Front populaire, quand Bruno Le Maire nous dit qu'on ira vers une crise de la dette en France si le programme est appliqué tel quel. Oui, alors si le programme est appliqué tel quel, tel qu'on peut lire le programme, oui, Bruno Le Maire a probablement raison. Après, on peut quand même créditer le Front populaire de ne pas être aujourd'hui en position d'être vainqueur des élections et donc en position de gouverner et donc d'appliquer son programme. Le programme, c'est plus une collection de mesures qui ont été mises là. Donc on ne le prend pas au sérieux? Bah, on ne le prend pas au sérieux, on le prend modérément au sérieux compte tenu du contexte dans lequel il se situe. On est quand même un peu obligé d'avoir ce recul parce que sinon... je veux dire, il faut vraiment lire entre les lignes. Et la façon de lire entre les lignes du programme du Front populaire et du programme du Rassemblement national n'est pas du tout la même en fait. Parce que dans un cas, il y a une proposition d'un parti qui a potentiellement l'accès au pouvoir, et dans la Ve République a beaucoup de pouvoir. Et de l'autre côté, on a une coalition qui essaye de faire barrage au RN et qui a fait un programme hétéroclite, voilà, qui est plein de choses, pour certaines un peu farfelues, oui, ça il faut le reconnaître. C'est un euphémisme. Oui, c'est un euphémisme. Allez, merci beaucoup. Point de vue signé Xavier Timbaud, économiste et directeur principal de l'OFCE. Glouglou, merci.